La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées s'achève dimanche. On vous en a parlé tout au long de la semaine dans 15. Mais c'est quoi un handicap ? Peut-être que vous connaissez une personne ou des personnes avec un ou des handicaps et que vous ne le savez pas en fait. Parce que 80% des handicaps sont invisibles. Ça concerne quasiment 10 millions de personnes en France et on en parle assez peu. Et cette sensibilisation au handicap invisible, c'est le but d'un média qui s'appelle Petite Mue. Et la cofondatrice de ce média est l'invitée de 15, Alice Devesse. Bonjour. Bonjour. Ça recoupe quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire un handicap invisible ? C'est un handicap déjà qui ne se voit pas, ça paraît clair, mais on le met dans des grandes familles. Ça peut être les maladies chroniques comme le cancer, l'endométriose, les maladies auto-immunes, le diabète de type 1, etc. Ça peut être aussi les troubles psychologiques et psychiatriques, et on essaye beaucoup de sensibiliser là-dessus parce que c'est les plus discriminés en tout cas aujourd'hui. Donc ça peut être schizophrénie, bipolarité, les troubles anxieux généralisés, dépression, etc. Et puis troubles du neurodéveloppement et troubles visuels et auditifs aussi. Et donc, c'est des maladies qui ne sont pas forcément considérées par la société comme des handicaps. Et c'est pour ça que vous avez fondé La Petite Mue avec votre binôme, Anaëlle Marzelière. Ça veut dire quoi, Petite Mue ? Alors au début, moi j'avais hésité à faire un compte sur la sclérose en plaques parce que je suis atteinte de sclérose en plaques et j'avais pris le mu de immune vu que c'est une maladie auto-immune et en voulant créer, tout était pris donc en fait j'ai mis petite mue mais je pensais pas du tout que ça allait prendre autant d'ampleur et Anaëlle c'est vrai qu'elle donne un autre sens, c'est mu comme mu, la mu du serpent, acceptation d'une nouvelle vie et je trouvais pas mal cette signification aussi. On retient cette signification Oui. alors. Et qu'est-ce qui vous a donné envie personnellement ? Quel a été le parcours, la jeunesse de la création de Petite Mue de votre côté ? Alors moi, en fait, effectivement, mon histoire personnelle a commencé il y a 3 ans. Ça faisait plus d'1 an et demi que j'avais des symptômes. J'avais des fourmillements dans les jambes, dans les mains. J'avais du mal à marcher. Et puis rapidement, j'ai eu un IRM. On m'a annoncé que j'avais des lésions dans le cerveau et la moelle épinière. Et suite à ça, j'ai eu un diagnostic que 3 semaines après. Donc pendant 3 semaines, on ne sait pas trop ce qu'on a. Et ce qui a été compliqué, c'est que moi, je ne l'ai pas du tout mal vécu, l'annonce. Ça a été 4 mois après où j'ai vraiment compris l'impact du handicap dans ma vie personnelle et aussi professionnelle. Et qu'en fait, quand on a un handicap qui ne se voit pas, on doit se justifier constamment. Les gens ont du mal à nous croire, que ce soit dans les files d'attente au supermarché, dans les transports, au travail, les réflexions qu'on a. Et en cherchant surtout des témoignages, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun média sur le sujet. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer le média que j'aurais bien voulu avoir avec des témoignages de personnes qui le vivent directement pour aider, pour se sentir surtout moins seule au final. Vous dites que c'est 4 mois après que vous avez réalisé que c'était un handicap et que ça a impacté votre vie. Il y a eu un élément déclencheur ? Je pense que c'était beaucoup de fatigue chronique. En fait, je me suis rendu compte que je voyais plus mes amis, que je faisais plus rien la semaine, ni le week-end, qu'à partir de 15h, je pouvais plus me concentrer au travail. Et forcément, quand on est toujours fatigué, au bout d'un moment, les émotions sont démultipliées. Et c'est là où j'ai eu vraiment le contre-coup en fait, de la maladie à ce moment-là. Devoir se justifier, est-ce que c'est devoir parler de sa maladie ou bien essayer de la cacher ? Comment est-ce qu'on se justifie quand les gens ne se rendent pas compte qu'on est handicapé ? Il y a 2 types de personnes en fait. Il y en a beaucoup de gens veulent cacher leur handicap par honte, par peur que ce soit vu comme une faiblesse, par peur d'être discriminé aussi. Et après, il y a quand on parle de notre handicap. Moi, la première fois que j'ai montré ma carte handicap, on m'a limite insultée en disant tu te prends pour qui ? C'est une fausse carte. On a regardé 4 fois si j'avais une vraie carte. Ou quand je m'assois dans les transports, on va me regarder en mode un peu, mais qu'est-ce que ça peut être son handicap ? Donc je vois bien qu'il y a un jugement des personnes parce qu'on a toujours associé handicap égale fauteuil roulant, personne amputée et ça se voit. Or, comme on a dit, 80% de handicap se voit pas et avoir des douleurs au quotidien. Les gens ont du mal à s'imaginer que c'est possible, même si on continue à faire plein de choses au final. C'est un peu la double peine, non ? Ce jugement, ce jugement des gens autour de nous constamment. C'est clairement la double peine parce que c'est comme si on était invisibilisés et qu'on ne nous croyait pas à chaque fois. Donc ça bloque aussi les gens et notamment au travail, quand on a eu toujours des réflexions, on se dit on va encore pas nous croire. Donc je préfère le garder pour moi et les gens souvent du coup finissent par le cacher. Le travail, justement, on l'a dit, cette semaine, elle est dédiée à l'emploi pour les personnes handicapées. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Et l'emploi, en ce qui concerne les personnes porteuses d'un handicap, c'est aussi beaucoup d'obstacles. Déjà, il faut être reconnu comme étant un travailleur handicapé. C'est quoi la démarche ? Est-ce que c'est la même pour les handicaps visibles et invisibles ? Comment est-ce qu'on fait ? C'est exactement la même. Donc comment ça se passe en fait qu'on ait eu un accident ou une maladie à un moment ou qu'on veut déclarer être reconnu, on fait une RQTH, donc une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. C'est un dossier de 15 pages à compléter et à la fin on coche ce dont on a besoin. Donc ça peut être la RQTH, ça peut être aussi la carte handicap, l'allocation pour adultes handicapés, etc. Ça c'est une démarche que peu de gens font quand on a un handicap invisible.
Aujourd'hui, dans tous nos témoignages, il y a à peu près 70% qui n'en parlent pas au travail pour différents freins, en fait. Et du coup, on sait qu'il y a les gens, s'ils n'ont pas cet RQTH, n'ont pas d'aménagement. Et donc, on a une stratégie de surcompensation tout le temps. Et en général, on voit ça finit jamais bien pour le maintien dans l'emploi ou même pour sa santé. Mais pour que les gens puissent en parler, il faut vraiment créer une safe place où on se sente à l'aise d'en parler et pas en parler en disant mais c'est quoi le handicap invisible, mais qu'est-ce qu'on concrètement sait, etc. Et ça, c'est tout la difficulté aujourd'hui des entreprises que les entreprises doivent faire en fait. Est-ce que quand on fait cette demande de reconnaissance en tant que travailleur handicapé, quand on porte un handicap invisible, ça peut être plus compliqué? Qu'est-ce qu'il faut amener comme preuve tangible? C'est un diagnostic souvent. On peut demander son diagnostic et du coup, c'est une ordonnance un peu du médecin. Toute la première partie, c'est un médecin qui le complète. C'est notre médecin traitant en général. Donc non, il y a une liste des maladies reconnues. Il y en a certaines plus dures que d'autres. Si je prends l'endométriose, ça fait que 2 ans, on commence de plus en plus à avoir des RQTH. Mais il y a 10 ans, ça dépend vraiment du médecin qui va valider notre RQTH aussi. Il y a une commission. Donc moi, par exemple, je l'ai eu à vie. Il y a des personnes qui ont une sclérose en plaques bien plus avancée que la mienne à un certain âge. Ils doivent le prouver tous les 5 ans. Il y a des personnes, on a un témoignage d'une personne trisomique qui doit reprouver tous les 5 ans qu'elle est trisomique. Donc il y a aussi ce problème de face à qui on tombe. Et c'est tous les freins que les gens ont au moment de le déclarer. Parce qu'on tout le monde connaît ces histoires dans le monde du handicap. Et on dit ouais, mais si je ne l'ai pas, je vais me sentir encore moins légitime. Et notamment quand le handicap est invisible. Par exemple, Anaëlle, mon associée, elle a des troubles psy. Et elle n'ose pas faire la demande par peur qu'on lui refuse. Et elle va se dire, du coup, en fait, je suis plus légitime à en parler. Donc ça va être aussi cette peur-là comme frein, en fait, à en parler. Oui, ça, c'est un premier frein. Et si jamais on arrive à passer cette étape, qu'on est reconnu comme travailleur handicapé, déjà, est-ce que l'employeur, il sait la maladie qu'on porte? Il est au courant ou pas? Il n'est pas au courant. En fait, une fois qu'on a cette RQTH, on va voir la médecine du travail. La médecine du travail va nous donner un peu, je sais pas dire un papier, j'en sais rien comment c'est exactement, mais voilà les aménagements dont tu as besoin. Je retourne au travail, je peux le donner aux équipes RH ou à la mission handicap qui vont mettre en place ces aménagements. Par exemple, il y a des managers qui sont pas au courant qu'il y a des gens qui ont des aménagements dans leur équipe. Si c'est un taxi qui vient nous chercher le matin et le soir, ça se voit pas forcément. Après, on peut très bien dire que voilà, on a ces aménagements, mais on n'est pas obligé de dire la maladie qu'on a. Donc c'est une bonne manière, je trouve, pour les gens qui voudraient pas en parler, qui voudraient garder ça un peu confidentiel, de se dire juste j'ai des aménagements, mais je vous dis pas ce que j'ai. Mais il n'y a pas une suspicion quand le handicap est invisible? Est-ce qu'il y a peut-être cette crainte de certains employés, certaines personnes qui sont insérées dans l'entreprise, qu'on projette sur eux les pires maladies, que le chef, le responsable, projette des maladies terribles sur lui? Ça, effectivement, et c'est ce qu'on essaye de convaincre aussi sur le média, d'en parler, parce qu'en plus de dire quelle maladie on a, ça permet de dire quelles conséquences ça a et du coup trouver des solutions. Parce que si on ne donne pas nos besoins, on ne peut pas demander à toute l'équipe de mettre en place des choses si on n'explique pas forcément des fois ce qu'on a. Et ça permet aussi de sensibiliser. Après, c'est chacun son parcours d'acceptation aussi qui peut être très différent. Mais le fait même de ne pas en parler, on a plein de jugements. On a eu des interviews d'une personne qui travaille dans l'événementiel. Elle annulait des fois au dernier moment, impossible de lever de son lit. Et elle l'a jamais dit. Et le jour où elle l'a dit, tout le monde a compris et ça a été. Je dis pas que c'est le cas de tout le temps parce que ça reste quand même la première cause de discrimination au travail, le handicap. Mais voilà, ça permet aussi d'éviter d'avoir plein de jugements sur nous et plein de questionnements qu'on voit à chaque fois, quoi. Mais pourquoi est-ce que c'est particulièrement les personnes qui sont porteuses d'un handicap invisible qui ont du mal à faire ça, qui refusent, qui ont peur de faire cette démarche et d'être reconnus comme travailleurs handicapés là où ils travaillent, dans leur boîte? Le premier frein, de ce qu'on entend, c'est ça va être un frein pour ma carrière professionnelle, on va plus me donner les mêmes missions, on va me voir qu'à travers ma maladie. Ça va être un frein il y a plein de gens qui voient le handicap comme une faiblesse. Moi, des fois, je suis intervenue, quelqu'un qui m'a dit oui, moi c'est bon, ça fait 40 ans que j'ai mal au dos, je vais pas me plaindre non plus et je suis pas en situation de handicap. Et j'ai juste expliqué, si tu peux diminuer tes douleurs, je vois pas où est le problème en fait. Et puis il y a aussi plein de gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent demander cette RQTH. Quand on fait des conférences, il y a en général 2 à 3 personnes qui viennent nous voir en disant est-ce que je peux faire une RQTH? Je dis bien sûr. S'il y a le diabète, l'endométriose, fibromyalgie, on peut demander une RQTH, même la bipolarité, etc. Est-ce que il y a des quotas de personnes en situation de handicap à respecter pour les très grosses entreprises? Est-ce que ça sert ou bien ça dessert les personnes qui rentreraient, je mets des guillemets, dans ces cases-là? Ça sert. Moi, je trouve que c'est quand même important parce que s'il n'y avait pas Alors, le taux, c'est 6% pour toute entreprise de plus de 20 salariés. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 3,5 et il n'y a que 30% des entreprises qui respectent ces 6%.
Du coup, ça permet vraiment quand même d'aider les entreprises à faire des vraies politiques handicap sur le sujet. Et elles savent très bien qu'il y a forcément, parce qu'il y a 10% de la population en emploi qui est en situation de handicap. Donc les 6%, je suis persuadée que la plupart des entreprises les respectent, c'est juste que les gens ne se déclarent pas. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, il n'y aurait peut-être pas autant de sensibilisation, autant de choses faites pour améliorer le quotidien des personnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois un certain fossé entre c'est bien d'avoir ces 6%, mais il faut aussi que l'entreprise, les locaux soient adaptés. Si on a 6% de personnes en situation de handicap qui travaillent dans la boîte, c'est bien, mais s'il n'y a pas de rampe d'accès à telle salle, c'est pas cohérent, non ? Pour moi, en tout cas, des entreprises que je vois, celles qui sont à 6%, c'est celles qui ont respecté les aménagements. Parce que si on n'est pas dans une entreprise inclusive et qu'il n'y a pas d'aménagement et que personne nous écoute, les gens se déclarent juste pas. Donc on revient un peu au fait d'en parler ou pas, quoi. Pour rebondir sur beaucoup d'éléments que vous avez pu donner, je mets des guillemets, est-ce qu'on est pris au sérieux ou parfois pas assez, voire pas du tout pris au sérieux quand notre handicap est invisible ? On n'est pas forcément pris au sérieux. En fait, j'aime bien la comparaison que fait Annelle quand elle a vécu déjà des dépressions. Elle dit on va pas demander à quelqu'un en fauteuil roulant de monter l'escalier. Moi, de me lever mon lit et juste d'aller manger, c'est compliqué pour moi. Et c'est aussi compliqué. Mais les personnes disent toujours oui, si tu te bouges, il suffit de se lever. Ça reste une maladie et c'est aussi compliqué là-dessus. Pareil, quand on a des douleurs, par exemple, moi j'ai beau dire que j'ai des douleurs tout le temps, on dit oui, tu vas quand même travailler, tu fais plein de choses. Oui, je passe au-dessus de ces douleurs. Mais on les oublie aussi, et ce que je comprends, parce que quand on est tout le temps avec quelqu'un, je vais pas répéter tous les jours, j'ai des douleurs ou je peux avoir des difficultés. Donc forcément, on a tendance à oublier, mais c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Est-ce que pour certains handicaps invisibles, notamment les handicaps psycho et psychiatriques, il n'y a pas ce côté, ce n'est pas un handicap, tu vas mal, mais ce n'est pas une maladie ? Ça, ça fait que 2 ans en plus qu'il y a des aménagements d'entreprise pour les troubles psy, que ça a été enfin reconnu. Je pense que c'est juste un sujet où on n'a jamais fait attention à la santé mentale. Tout le monde va avoir un ophtalmo tous les 2 ans, pourquoi pas un psy. Et maintenant, on commence de plus en plus à comprendre que la santé mentale, c'est comme la santé physique et qu'on est tous concernés par la santé mentale. Donc effectivement, dans la santé mentale, comme dans la santé physique, il y a des maladies, comme les troubles psy par exemple. Que parfois, on peut faire sentir que parce qu'il n'y a pas de stigmate physique, parce qu'il n'y a pas de signe extérieur, le handicap invisible serait un sous-handicap, une sorte de catégorie un petit peu en dessous. Si on n'est pas en fauteuil, c'est pas vraiment une personne handicapée. Ça, je l'ai eu souvent, cette réflexion, notamment aussi après des conférences. On m'a dit, oui, ça va, vous n'êtes pas non plus aveugle. Et j'ai expliqué que déjà, on ne compare pas des handicaps entre eux. Moi, maintenant, je discute avec plein de gens qui sont aveugles ou en fauteuil roulant. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on a une vie moins bien que les autres aussi. Chacun a une vie différente. Le handicap, c'est une difficulté comme une autre. Alors certes, des fois, il y a des handicaps qui impliquent plus aussi dans notre quotidien, et c'est vrai. Mais les gens ont du mal à se dire que douleur... moi, par exemple, les fois où je ne peux pas marcher, parce que pendant 6 mois, je n'ai pas pu marcher, ce qui était plus dur, ce n'était pas de ne pas marcher. C'était d'avoir des douleurs la nuit, le jour, et de ne pas réussir à dormir. Donc c'est aussi ça, les gens ont du mal en fond. Et pour moi, il n'y a pas d'échelle, de comparaison, tout simplement, à faire entre les différents handicaps. Est-ce qu'il y a aussi, peut-être au début, quand le diagnostic est posé, si le diagnostic et si la maladie n'est pas présente depuis toujours, en ce qui concerne les handicaps invisibles, une sensation chez la personne concernée d'illégitimité, de syndrome d'imposteur par rapport à la maladie. Est-ce que soi-même, on ne se juge pas en disant « mais non, je ne suis pas handicapée parce que je ne suis pas en fauteuil ». Effectivement, on le voit, et c'est de l'autostigmatisation et beaucoup peuvent l'avoir. Mais en fait, quand on se reconnaît, nous on le voit quand on fait des vidéos, il y a plein de gens qui nous envoient des vidéos, qui nous envoient des messages pour nous dire « Ah c'est exactement ce que je vis, en fait, vu comme ça ». Effectivement, c'est un handicap. Je pense que c'est juste qu'il faut changer le regard sur l'handicap qu'on a. On voit tout de suite incapacité ou pas capable de faire quelque chose. Le handicap, pour moi, ma définition, c'est du moment que ça impacte notre vie personnelle ou professionnelle et comment on trouve des solutions pour diminuer cet impact. Malheureusement, on ne peut pas toujours le diminuer parce qu'en réalité, on peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas supprimer, c'est comme ça. Mais ouais, le sentiment... plein de gens me disent est-ce que tu penses que je suis en situation de handicap, par exemple ? Et je vois bien que c'est la définition même, la vision qu'on a en fait sur le sujet.
Dans votre cas, ça vous a pris combien de temps à vraiment accepter et pouvoir le dire pour la première fois ? Oui, je suis en situation de handicap. Je sais même plus la première fois que je me suis dit que c'était un handicap invisible. Je pense que je m'en suis vraiment rendu compte au bout de 5-6 mois. J'ai dû voir une interview, quelqu'un qui parlait de handicap invisible, ou peut-être dans l'asso où j'étais. Et là, effectivement, ça a fait sens qu'il y a des traits communs entre tout type de handicap, d'ailleurs, qui sont invisibles. On peut vivre les mêmes choses, même si on n'a pas la même maladie. Est-ce qu'il y a un changement quand même chez les personnes plus jeunes ? Est-ce que la parole se libère sur les handicaps invisibles ? Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez foi en l'avenir ? Est-ce qu'on va réussir à en parler ? Est-ce que ça va être pris au sérieux et vraiment quelque chose qui sera une donnée importante pour toutes et tous, notamment les entreprises et la société en règle générale ? Moi, de ce que je vois, je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus évoluée sur le sujet. Déjà, le trouble psy, on le voit. Maintenant, en tout cas, autour de moi, il n'y a personne qui a honte de dire qu'il va voir un psy. Puis de toute façon, il y a un jeune sur 4 qui est en dépression aujourd'hui. Donc, ça touche quand même beaucoup de monde. Et puis, quand je vais dans les écoles, souvent on fait dans collège, lycée, les personnes sont hyper alertes. Moi, au lycée, j'avais jamais entendu parler de handicap invisible. Donc, moi, je trouve que ça évolue. Après, est-ce que je suis trop dedans pour me dire que j'ai l'impression que ça bouge tout le temps ? Il y a quand même une prise de conscience, et même dans les entreprises, parce qu'on a beaucoup de sollicitations. Tout le monde dit que c'est vraiment le thème de l'année, qu'ils veulent changer les choses là-dessus, sensibiliser. Donc, je pense que ça avance positivement quand même. Les personnes qui viennent vous parler quand vous faites à la fin de vos conférences ou bien qui vous écrivent pour réagir à des vidéos, à des articles, c'est plutôt des jeunes, des personnes plus âgées ? C'est quel type de personnes ? Alors, les plus jeunes, ils vont me parler peut-être plus normalement en disant d'ailleurs, j'ai cette maladie, comment je peux faire et tout. Et il y a des personnes plus âgées qui viennent me voir, et notamment, j'ai des fois des personnes qui ont la sclérose en plaques aussi, et qui me disent ouais, mais en fait, je comprends pas pourquoi j'ai perdu trop d'années à pas le dire et à pas avoir d'aménagement. Et je vois bien qu'il y a un peu ce regret de se dire mince, pourquoi j'en ai pas parlé. Et je vois même les témoignages que j'ai, par exemple, il y a 20 ans, tous ceux qui ont été diagnostiqués par la sclérose en plaques me disent on a surtout dit de pas le dire au travail. Les neurologues disent ne le dis surtout pas au travail, ça va être un frein dans ta vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est pas du tout le même discours que j'ai eu, en tout cas. J'ai même pas réfléchi si je devais le dire ou pas dans mon ancien travail, par exemple. Donc vous l'avez dit de suite sans vous poser la question ? Ouais, je pense dans le déni, parce que je pense que j'étais vraiment dans le déni, je me suis même pas posé de questions, j'ai appelé, je dis voilà, je suis à l'hôpital, j'ai peut-être une sclérose en plaques, je reviendrai pas tout de suite, quoi. Et ça vous a servi ou desservi de le dire au travail tout de suite ? Ça m'a servi parce que ça m'évite, en fait, si j'ai besoin de plus de télétravail, de rentrer plus tôt le soir, ça m'a permis d'éviter de me justifier. Donc, pour moi, c'est important d'en parler parce qu'on va pas en plus. Déjà, c'est pas de notre faute. Donc, je vois pas l'intérêt de souffrir de son côté tout seul en silence. Et je pense de le dire. Et juste, ça permet aussi d'enlever tout le regard de pitié, etc. Vu que je le dis hyper naturellement. Comme ça, les gens, ils sont OK. Il n'y a pas de gêne aussi autour. Parce que ça, c'est souvent la gêne autour du handicap. Comment ça ? Les gens, je vois bien, ont peur d'être maladroits. Et je pense que ça, c'est un gros souci. Parce que c'est un sujet hyper tabou et on ne sait jamais comment réagir quand quelqu'un vient d'apprendre sa maladie. On a envie de le rassurer, mais d'un autre côté, on ne va pas lui dire ça va aller parce que ça ne va pas aller. Donc et je pense que c'est super compliqué. Et vu qu'on n'en parle pas trop, on n'a pas les bonnes solutions pour bien en parler. Et ce serait quoi les bons mots si j'ai un ou une très bonne amie qui me dit qu'elle vient d'avoir le diagnostic et en effet, elle a la sclérose en plaques. Qu'est-ce que ce seraient les bons mots ? Je pense que la phrase la plus importante, c'est je peux pas le comprendre directement parce que je le vis pas, mais je suis là si tu as besoin d'aide. Et surtout pas dire attends, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que ça va oppresser la personne. Et je pense que c'est juste laisser la place à l'autre et lui dire s'il y a besoin, je peux discuter. Pas donner des conseils, des injonctions sur plein de trucs en disant si tu vas faire du yoga, ça va aller mieux. Ça, malheureusement, de toute façon, il faut tester plein de trucs pour savoir ce qui nous convient le mieux. C'est les phrases types que vous avez le plus entendues, ça ? Oui. Ou alors, tu devrais faire ça, mais je pense que c'est dû à ça. Ou va te reposer, j'ai beau dormir 12 heures par nuit, la fatigue chronique, c'est pas en dormant que ça ira mieux. Donc la phrase pour rassurer, pour accueillir la parole d'une personne qui vient d'apprendre un handicap, c'est juste de lui promettre de l'accompagner et d'être là. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change également dans les politiques mises en place pour accompagner les personnes porteuses d'un handicap ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce qu'on stagne ?
le fait que typiquement lors du nouveau gouvernement, il n'y avait aucun ministre chargé de la question, c'était pas forcément un signal très positif, j'imagine. Non, pas du tout, surtout qu'en plus, on parle des Jeux paralympiques, pour le coup, qui étaient plutôt bien réussis, bien qu'on n'a pas parlé trop des handicaps invisibles, notamment pendant la cérémonie d'ouverture. Et donc, tout le monde a dit qu'il y aura un héritage Jeux paralympiques, etc. Bon, on attend toujours de voir. Il y a eu déjà, effectivement, il n'y a pas eu de ministre du handicap tout de suite. Après, suite aux associations qui ont pu en parler. Et puis, c'est comme à un moment, il a fallu avoir une coupe budgétaire aussi pour la GFIP. La GFIP, c'est un peu l'organisation qui régit justement les contributions des entreprises qui ne respectent pas les 6% et qui permet de payer des aménagements. Heureusement, au final, ça a été revu, mais en fait, ça a été plein d'accumulations comme ça. Aujourd'hui, déjà, il faudrait une campagne nationale pour expliquer qu'est-ce que le handicap invisible. Ce serait déjà super si tout le monde pouvait savoir que le handicap ne s'en voit pas forcément. Et après, il y a plein d'actions dans les écoles, d'accompagnement pour les enfants en situation de handicap, parce que déjà, il n'y a que 17% des gens qui en situation de handicap d'enfants qui continuent après un bac. Ce qui est rien du tout parce qu'il n'y a pas d'aménagement non plus dans les écoles. Le problème, il vient dès l'enfance. Et là, on est en train d'écrire un documentaire pour faire vraiment un état des lieux de l'enfance à la vieillesse, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer tout au long de notre vie. On a parlé du fait de pouvoir énoncer et dire clairement de quel handicap on porte, s'il est invisible. Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à entendre ça, que la société elle est prête à entendre tout ça ? Je pense que... ça dépend qui, mais je pense oui quand même. Je pense que le sujet, c'est que les gens c'est pas de la maladresse ou de la méchanceté, c'est souvent un manque de connaissances qui est énorme. Et par contre, il y a plein de préjugés à déconstruire. C'est pas parce en fait, on voit tout de suite être en situation de handicap, ça va nous déranger dans notre quotidien. Ça va déranger au travail, on va peut-être pas recruter quelqu'un. Alors après, effectivement, quand on est par contre proche d'aidant et qu'on vit avec quelqu'un au quotidien qui est en situation de handicap, c'est aussi un sacrifice que la personne peut faire en face. Ça, c'est sûr, le rôle d'aidant, il est compliqué. C'est pas évident et ça demande beaucoup d'investissement et ça a aussi un impact sur sa vie. Mais après, sinon, c'est juste, je pense qu'il faut accepter que tout le monde doit compenser. Et que c'est pas que aux personnes en situation de handicap de toujours s'adapter aux personnes valides. Et si tout le monde faisait un petit effort, c'est facile à dire comme ça, mais je pense que ça se passerait un petit peu mieux quand même. Et l'un de ces efforts est l'une des ressources pour y parvenir, c'est votre média Petite Mue. Le site internet, c'est ? Alors, c'est Petite Mue aussi, mais on est principalement sur Instagram. C'est là où on publie tous les jours et on a le plus de témoignages. Alice Deves, merci beaucoup d'avoir été l'invitée de 15 cette semaine et très bonne journée. Merci.